La ville ukrainienne de Pokrovsk sur le point de tomber dans l'escarcelle russe. Ce ne serait plus qu'une question d'heure si la ville minière où vivaient plus de 60 000 personnes avant le début de ce conflit venait à tomber. Ce serait pour Vladimir Poutine le plus grand succès de son opération militaire depuis la prise de Bakhmout, c'était en mai 2023. Malgré les difficultés sur le terrain, l'Ukraine peut-elle accepter de négocier sans un retour aux frontières de 1991? Nous aurons les éclairages de notre éditorialiste déjà installé au plateau. Amadou Diop, bonsoir. Bonsoir Gilles. Merci d'être avec nous. Pour démarrer, un petit aperçu de l'état des lieux. Où se situent précisément les lignes de front aujourd'hui en Ukraine? Mais la ligne de front est extrêmement large au niveau de l'Ukraine, puisque qu'on se rappelle que la guerre a commencé à la frontière et progressivement la guerre s'est étendue le long de la frontière. De sorte qu'on a une ligne de front sur pratiquement 1200 km. Militairement parlant, je ne sais pas si les gens voient ce que ça fait, parce que l'Ukraine est obligée de mettre des hommes pour empêcher un déferlement des soldats, mais la ligne de front est extrêmement large. En même temps, ça c'est le théâtre de la guerre qu'on pourrait appeler celle terrestre, mais la Russie ne se contente pas de celle-là. Il y a des bombardements, il y a des missiles, il y a des drones. L'Ukraine a besoin encore de militaires et de techniciens parce qu'il faut empêcher à ces drones de pouvoir toucher son territoire. Et là, la Russie va là où elle veut. Parce que pratiquement rien ne l'empêche. On a vu l'Ukraine plusieurs fois réclamer qu'on lui donne davantage d'appui pour pouvoir garder sa souveraineté au niveau du ciel. Parce qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau-là. Mais ça fait que l'Ukraine est dans une situation qui n'est pas facile face à la Russie. Mais, sauf quelques spécialistes, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont appris la guerre, quelques médias qui ont tout le temps dit que l'Ukraine va pouvoir se tenir par rapport à la Russie. Mais quand on fait la comparaison, ça ne tient pas. Regardez les deux pays humainement parlant, population. Regardez les deux pays économiquement parlant. Regardez les deux pays militairement parlant. Mais parfois même, les gens se posent la question, c'est quoi la stratégie de Poutine? Il fait baisser la pression pendant la guerre à un certain moment, il fait remonter la pression à un autre moment. C'est lui le maître du jeu actuellement dans cette guerre-là. Et oui, quelles sont les avancées russes les plus significatives de ces derniers mois? Sinon, ces derniers jours, on parle de Pokrovsk, un endroit très stratégique qui est sur le point de tomber. Qui risque de tomber, puisque pas plus tard qu'hier, ils ont pris 3 villages. C'est que la guerre semble statique, parce qu'on n'a pas actuellement des batailles d'envergure. Mais en fait, ce sont les Russes qui avancent progressivement, qui avancent à petits pas. Si cette ville tombe, ça devient encore quelque chose qui va poser problème dans la négociation. Parce qu'il y a déjà des villes qui étaient là, qui sont déjà tombées, Donetsk, Luhansk, qui posent déjà problème, Zaporizhzhia. Et vous avez le président ukrainien qui est là, qui refuse, avec raison, parce que c'est le président de la République, son rôle n'est pas de céder le territoire national, qui refuse alors que la Russie n'en fait même plus l'objet d'une discussion. La Russie considère que c'est du fait accompli. D'ailleurs, Trump, parfois, quand on l'entend sur cette question, on se demande, est-ce qu'il soutient l'Ukraine ou bien est-ce qu'il est le porte-parole de Poutine sur cette question? Parce que lui aussi, il semble considérer que, bon, il faut accepter que le fait accompli, les territoires déjà accomplis. Le fait accompli. Et là, il ne faut pas revenir sur cette question, alors que le président Zelensky ne veut pas en entendre parler. Ça fait qu'aujourd'hui, Zelensky est vraiment dans la difficulté. Son plus gros soutien, c'était les États-Unis. Je dis bien les États-Unis, parce que ce n'est pas Trump qui était là à l'époque. Le soutien européen, sans le soutien américain, ne semble pas être un soutien consistant, parce que si ce soutien était consistant, il aurait pu continuer sa résistance, il aurait pu continuer ses attaques contre la Russie, alors qu'on voit clairement qu'actuellement, l'Ukraine rencontre des difficultés au plan financier, au plan matériel de guerre, et même au plan mobilisation des hommes, parce que même certains des Ukrainiens commencent à dire mais ça suffit, il a du mal à pouvoir avoir des soldats au niveau de sa propre jeunesse. Vous évoquiez tantôt la stratégie militaire de Vladimir Poutine, mais comment l'interprétez-vous, cette stratégie actuelle de Moscou, en termes d'objectifs, en termes de moyens et surtout de rythme? Difficile de dire quelque chose. Qu'on se rappelle au début de la guerre, cette longue file qu'on nous avait montrée de tanks, tout le monde disait qu'ils vont à Kiev. Beaucoup de gens avaient dit c'est terminé, en 3 semaines la guerre est finie. Ils ne sont jamais arrivés.
Dans la guerre, pendant la négociation avec Trump, tout le monde se disait, bon, comme c'est la négociation, il y aura au moins Une trêve. un cessez-le-feu, une trêve. Les bombardements ont été plus intenses. On a envoyé un nombre de drones, un nombre de missiles qu'on n'a jamais envoyé en une seule fois, en une seule nuit. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour dire voilà la stratégie que Poutine utilise. C'est pourquoi je dis c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne le rythme à cette guerre. C'est lui qui fait augmenter le niveau, c'est lui qui fait baisser le niveau sans dire aux gens exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. À un certain moment, les gens se disaient mais c'est bon, il a obtenu un certain nombre d'espaces sur le plan géographique, ça lui suffit, il va annexer, réclamer une zone tampon. Il a augmenté ses annexions de territoire. Assistons à une guerre d'usure. C'est carrément une guerre d'usure du côté de la Russie. Il y a carrément une guerre d'usure et je me dis que ce n'est pas contre l'Ukraine seulement, mais c'est contre également les soutiens de l'Ukraine. Puisque les pays européens, tout comme les États-Unis, ont mis du matériel, ils ont mis de l'argent, ils ont créé des difficultés au niveau de leur pays jusqu'à ce qu'à un certain moment, certaines populations même avaient manifesté en disant on ne peut pas toujours prendre l'argent public, aller aider l'Ukraine alors qu'il y avait des problèmes au niveau de leur propre pays. Et quand vous regardez aujourd'hui l'attitude de ceux qui continuent, ceux de l'Union européenne en particulier, les déclarations sont fortes, mais les actions ne sont pas aussi fortes que les déclarations. C'est la même chose avec Trump. Combien de fois il a dit cette fois-ci, si on ne trouve pas une solution, je vais donner des sanctions que la Russie n'a jamais subies. Où sont les sanctions? D'ailleurs, même avec tout ce qu'ils ont déjà sanctionné, il reste quoi à sanctionner? D'autant plus que les sanctions, finalement, ça s'est retourné en partie contre ceux qui étaient en train de sanctionner. C'est vrai que Moscou également subit un coup. Quand on est en guerre, ça se ressent. Quelle que soit la puissance qu'on a, ça se ressent. Mais les Occidentaux ressentent beaucoup plus les non seulement ils sanctions. ressentent beaucoup plus, on nous avait promis qu'ils vont tomber parce qu'économiquement ils ne tiendront pas, militairement ils ne tiendront pas. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Même diplomatiquement, on l'avait étouffé. Trump l'a ressuscité puisqu'on oublie qu'on l'avait convoqué pour qu'il aille répondre au niveau de la CPI. Tout le monde avait crié en disant partout où il passe, attrapez-le. Mais qui l'a reçu? C'est le président des États-Unis et à très grande pompe. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de gens pour dire qu'on doit l'envoyer à la CPI. Donc même d'un point de vue diplomatique, là où l'Amérique avait fait sa stratégie habituelle, ce qu'on appelle l'endiguement, ben, cet endiguement ne marche plus aujourd'hui. Lemandou Diouf, on s'interroge comment les Ukrainiens arrivent à tenir vaille que vaille, quoi qu'on dise, sur les fronts qui sont quand même tenus par les Russes. Et quels sont les principaux défis auxquels est confrontée justement cette armée ukrainienne en termes de manque de munitions, en termes d'hommes, en termes de défense de façon générale? Quels sont les défis de cette armée? L'Ukraine tient actuellement parce qu'on est en face d'une guerre qui est plus une guerre technique qu'une guerre d'hommes. La guerre Iran-Israël l'a montré. La guerre actuellement, ce n'est plus un nombre de régiments, mais c'est plutôt une certaine technicité pour pouvoir atteindre l'adversaire. Et sur ce plan, les Ukrainiens ont fait des efforts importants. Au départ, on mettait à leur disposition des drones. Aujourd'hui, ils sont en train de fabriquer eux-mêmes leurs propres drones. Ce qui leur permet de faire ce qu'ils ne faisaient pas auparavant, d'attaquer à l'intérieur du territoire russe et d'atteindre parfois des objectifs sur le territoire russe, alors que pendant longtemps, la guerre s'est déroulée exclusivement sur le territoire de l'Ukraine. Mais la guerre ne peut pas se faire que avec des drones, d'autant plus que de l'autre côté, quand vous faites une avancée, ils sont obligés de répondre par une autre avancée pour pouvoir neutraliser la nouvelle stratégie que vous utilisez. La difficulté, et Zelensky l'a dit tout le temps, il a demandé des F-16. Il a demandé des missiles pour pouvoir tirer en longueur à l'intérieur du territoire russe pour créer en Russie la même situation que la Russie crée chez lui. Parce que la Russie est sur la ligne de front, mais quand vous allez à Moscou, est-ce que vous avez quelqu'un qui a l'impression que la Russie est en guerre? Mais quand vous allez à Kiev, vous marchez, vous voyez la guerre. La nuit, vous entendez la guerre. Il veut quand même amener la guerre également sur le territoire russe pour que les Russes soient dans la même psychose que les Ukrainiens. Il ne parvient pas encore à le faire parce que les rapports de force sont très déséquilibrés. Non seulement les rapports de force sont très déséquilibrés, mais l'apport militaire, ceux qui doivent l'amener craignent de mettre à disposition des missiles. Et comme le dit Poutine, si vous entrez dans la guerre d'une certaine façon, on considère que c'est de la co-belligérance. Vous êtes rentré dans la guerre. Et bon, ça fait qu'il y a des mots, mais les gestes, il n'y en a pas beaucoup. L'Ukraine est obligée de se débrouiller pour fabriquer. Et pour une telle guerre, ça ne va pas être facile. Sur le plan des hommes, une partie de la population s'est déplacée.
une partie du territoire est occupée. Parmi les jeunes, il y en a qui sont déterminés, qui s'engagent, mais il y en a qui considèrent que c'est déjà perdu. Ce n'est plus la peine. On a montré parfois des reportages où on a attrapé des jeunes pour les amener à s'engager parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes. Je parlais de 1200 km plutôt de ligne de front, mais imaginez, il faut combien d'hommes pour tenir 1200 km de ligne de front, en plus de ce qu'il faut pour pouvoir également tenir dans les villes qui sont bombardées. Il y a un problème. Il y a le côté économique. Dans les bombardements de la Russie, vous avez également du matériel économique, les sources d'énergie, etc., qui ont été bombardées. Donc le pays a du mal à fonctionner. Mais comment nourrir les populations? C'est ce qui donnait des armes, qui appelait également de l'aide humanitaire. D'ailleurs même, ça a été fait de façon particulièrement injuste, puisque l'Ukraine a à un certain moment aspiré pratiquement tout ce qui existait comme aide humanitaire, de sorte que d'autres zones de guerre, d'autres zones où les populations étaient dans des difficultés, n'ont pas bénéficié comme il se doit de l'aide humanitaire, parce que tout était orienté vers la Russie, vers l'Ukraine plutôt. Malgré tout, on n'a pas résolu ce problème jusqu'à présent. Mais justement, analysons l'aide occidentale à l'Ukraine. Quel impact concret cette aide militaire a-t-elle sur le champ de bataille? L'impact est fortement réduit à cause du fait que avant que Trump n'arrive au pouvoir, il avait dit clairement il ne va pas continuer à dépenser de l'argent pour la guerre en Ukraine. Et quand il est arrivé, il l'a pratiqué. Ce qui fait que les Américains donnent de moins en moins. Et Trump n'est pas dans une logique de continuer de donner. Ça fait que l'Ukraine a perdu un parmi ses plus grands alliés, parce qu'au niveau de l'OTAN, que la France l'accepte ou pas, parce que la France réclame toujours que nous sommes membres de l'OTAN, c'est les États-Unis qui sont qui assurent le leadership et qui ont engagé l'OTAN véritablement dans cette guerre-là. Mais je dis toujours États-Unis parce que ce n'était pas Trump à l'époque, c'était plutôt avec Biden. Mais aujourd'hui, Biden n'est plus là. Ce soutien militaire important, ce soutien économique important, ce soutien humanitaire important des États-Unis a été fortement réduit. Vous voyez Trump dire à chaque fois, si la Russie continue, nous allons engager un soutien militaire plus grand. Mais depuis qu'il le dit, on n'a pas vu ce que les Américains ont fait. Vous avez actuellement en Europe une division. Les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelques pays qui s'appellent les volontaires, c'est-à-dire on ne peut plus parler d'Union européenne. Il y a des pays qui se sont mis ensemble, qui acceptent de continuer à soutenir l'Ukraine. Avec la France en tête. Oui, d'autres sont en train de faire ce qu'on appelle de la réelle politique, en se rendant compte que, mais attendez, on ne peut pas aller seul sans les Américains. Et d'autres se disent clairement, mais il faut que l'Ukraine aille vers une négociation. Combien d'années de guerre, quels résultats on a obtenus, combien de morts, combien de blessés, combien d'investissements. Il faut savoir s'arrêter au moment où il le faut. Et ceux-là disent qu'ils attendent Zelensky. Et quand on suit Zelensky, à un certain moment, il avait dit oui, il était prêt à faire un échange de territoire. Aujourd'hui, il est en train de revenir sur ce discours-là. Oui, mais qu'est-ce qui finalement empêche ces initiatives de paix de prospérer? Quels sont les points de friction majeurs qui bloquent toute avancée vers un cessez-le-feu? En fait, est-ce qu'on peut parler de négociation? La Russie se sait tellement en position de force que la Russie dit pour une paix définitive, voilà. Et ça, ce n'est pas une négociation. Si vous vous rappelez, quand Trump est rentré dans le jeu, c'est ce que la Russie a fait avec Trump. Et Trump s'est transformé en porte-parole en disant voilà, en faisant même pression sur Zelensky pour lui demander d'accepter un certain nombre de choses. Rappelez-vous leur rencontre oui. à la Maison-Blanche. Il faisait pression pour lui dire d'arrêter la guerre. Et c'était extraordinaire. C'est comme si c'était Poutine qui parlait avec Zelensky, mais pas un allié de Zelensky qui parlait avec Zelensky. Mais quand la Russie voit une telle chose, la Russie se rend compte clairement que les Américains ne sont plus véritablement un allié. Mais ça fait une force en plus. L'Ukraine l'a compris au point que pour les accords, l'Ukraine demande des garanties internationales, des garanties que les Américains n'ont jamais voulu accepter, bien que certains Européens acceptaient en disant qu'ils sont prêts à envoyer des personnes même sur le sol pour contrôler l'accord de paix et empêcher à la Russie de pouvoir progresser. Mais même dans ça, les Européens ne se sont pas entendus du tout. L'Allemagne avait dit niet de façon catégorique au fait d'amener des personnes sur le terrain. Ça fait que aujourd'hui, sur quelle base on négocie? Il n'y en a pratiquement pas. Il y a des négociations, il y a eu des négociations il n'y a pas longtemps à Istanbul. Tout est en stand-by présentement parce que partout où on part, les Russes disent exactement la même chose. Le nom n'est pas prononcé, mais on demande presque à Zelensky d'abdiquer. L'Ukraine ne va plus
aller à l'OTAN. Ils veulent qu'on organise des élections. Mais derrière les élections qu'ils veulent organiser, ils veulent mettre Zelensky out. Et certainement, ils vont se débrouiller également pour mettre un homme qui leur sera le plus favorable possible, sans compter que sur les questions de territoire et autres, la Russie ne parle même pas de discussion. Ils considèrent que cela fait partie du passé. Mais ça fait que Zelensky est dans une posture extrêmement difficile. Et quand on va en négociation, quand on est en position de faiblesse, je ne vois pas comment Zelensky va être celui qui exige ou qui indique ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. L'Ukraine est fatiguée, et certainement l'Occident aussi. Est-ce que cet épuisement ou cette lassitude des alliés occidentaux de l'Ukraine sont un facteur qui pourrait forcer l'Ukraine justement à la table de négociation dans une position de faiblesse? Mais très certainement, parce que quand on regarde ce qui se passe, la Russie continue cette guerre pour laquelle on sanctionne la Russie. La Russie continue d'avancer pas à pas. Pendant ce temps, les alliés se sont divisés, puisque dans l'OTAN, on ne parle plus le même langage avec les Américains. Pendant le même temps, au niveau de l'Union européenne, on s'est divisé, on ne parle plus le même langage. Mais la Russie, qui était en position de force sur le plan militaire, mais se trouve en position de force également sur le plan diplomatique et au niveau de la négociation. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, quand Zelensky est sorti de la Maison-Blanche et qu'il a vu ce qui s'est passé avec Trump, il est allé vers les Européens. Alors qu'il avait préféré le soutien américain au soutien européen pour aller négocier avec la Russie. Il est allé vers les Européens l'ont accueilli, mais les Européens ne pouvaient pas faire ce que les Américains étaient en train de faire, parce que n'oublions pas que même dans la protection de l'Europe, les Américains sont engagés. Trump ne manque pas de leur rappeler pour un peu les provoquer en leur disant, bon, quand je regarde dans une direction, il vaut mieux que vous regardiez dans la même direction. Mais ça fait que Zelensky aujourd'hui est dans d'énormes difficultés. Moi, j'ai toujours dit dans ce plateau, il faut qu'il regarde la réalité en face, qu'il accepte de négocier, qu'il reconnaisse que malgré tout ce qu'on lui avait dit, tout ce qu'il avait pompé, il n'est pas capable de gagner cette guerre. Mais quand on n'est pas capable de gagner une guerre, on n'a pas intérêt à la poursuivre. S'il avait négocié il y a 6 mois, les Russes occupaient moins de territoire que ce que les Russes occupent aujourd'hui. Quand il va négocier aujourd'hui, il cédera plus de territoire que ce qu'il avait à céder il y a 6 mois. S'il négocie dans 6 mois encore à venir, est-ce qu'il va négocier avec moins de territoire? Mais pour moi, la logique, c'est de savoir qu'il n'a plus le soutien des Américains. À défaut du soutien des Américains, le soutien européen n'est plus un soutien réel, c'est un soutien hésitant, plus diplomatique que réel sur le plan militaire et sur le plan économique, qu'il accepte qu'il a perdu la guerre devant la Russie. Et comme d'habitude, il y aura la loi du vainqueur. Parce que malheureusement, on parle toujours de négociations, mais regardez toutes les guerres où il y a eu un vaincu, mais c'est le vainqueur qui a dicté les règles de la paix. Merci, Mamadou Diouf, pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. Et compte tenu de l'avantage russe donc sur le terrain, les conditions de plus en plus fermes de Moscou, les négociations sont-elles à court terme un espoir ou un piège pour l'Ukraine? L'avenir nous situera. C'est la fin du décryptage de ce jour. Dans un instant, un court instant, notre invité, l'invité de la semaine. À tout de suite.